Alors, aujourd'hui, on se penche sur une véritable énigme géographique. L'Australie, un continent absolument immense, mais avec une population toute petite. Comment ça se fait? La question de fond, elle est simple, mais franchement, elle est assez déroutante. Comment une masse terrestre aussi gigantesque peut-elle être aussi vide? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien situer les choses, regardons un peu les chiffres. En termes de superficie, l'Australie, c'est quasiment la même chose que les 48 États principaux des États-Unis. Mais la population, c'est plus de 10 fois moins. C'est un gouffre en fait, une disparité juste colossale. Et attention, ça devient encore plus fou. Prenez juste 2 États américains, la Californie et le Texas. Eh bien chacun d'entre eux, pris séparément, a plus d'habitants que tout le continent australien. C'est quand même dingue, non? Et ce n'est pas tout. Non seulement ils sont peu nombreux, mais en plus ils sont incroyablement concentrés. La grande majorité de la population vit collée à la côte, laissant l'intérieur immense du pays, le fameux Outback, presque totalement désert. Bon, tout ça nous amène logiquement à notre premier suspect dans cette affaire, la géographie. Est-ce que l'environnement australien est tout simplement trop hostile pour qu'on puisse y vivre? C'est vrai, la première idée qui vient en tête, c'est ça. L'Australie, c'est juste un énorme désert. Et il y a du vrai là-dedans, bien sûr, mais la réalité du climat sur ce continent est en fait bien plus complexe et bien plus intéressante. Le phénomène clé, c'est ce qu'on appelle l'ombre pluviométrique. En gros, la grande chaîne de montagnes qui longe la côte est agit comme un mur. Elle bloque l'air humide qui vient de l'océan, le force à monter et toute la pluie tombe sur une petite bande côtière. Derrière, il ne reste plus que de l'air sec. Et en fait, c'est une sorte de cocktail météo parfait pour créer la sécheresse. On a des courants froids, un relief très plat, une ceinture de haute pression qui plombe le continent, et par-dessus tout ça, le cycle El Niño. Tout ça combiné fait de l'Australie le continent habité le plus sec du monde. Ce manque d'eau, on le voit aussi dans les rivières. Leur plus grand fleuve, le Murray-Darling, qui est essentiel pour l'agriculture, a un débit minuscule. Pour vous donner une idée, c'est 22 fois moins que le Mississippi aux États-Unis. L'eau là-bas, c'est de l'or. Alors on pourrait se dire, ok, c'est bon, c'est la géographie, affaire classée. Mais pas si vite. C'est là que l'histoire prend un tournant vraiment inattendu, parce que certains faits viennent complètement bousculer cette conclusion un peu trop simple. Voilà la question. Si ce continent est si maudit par la nature, comment est-ce qu'on peut expliquer les chiffres qui vont suivre? Figurez-vous que, paradoxalement, l'Australie dispose d'énormes ressources en eau douce renouvelables, le double de celle du Pakistan par exemple, un pays qui a pourtant 8 fois plus d'habitants. Donc l'excuse du manque d'eau, elle ne tient pas complètement la route. Et tenez-vous bien, voici un autre chiffre qui change tout. 1,9. Ça, c'est le nombre d'hectares de terres cultivables par habitant en Australie. C'est tout simplement le ratio le plus élevé du monde, et de très très loin. Pour mettre ça en perspective, si l'Australie avait la même densité de population sur ses terres agricoles que les États-Unis, elle pourrait en théorie accueillir plus de 90 millions de personnes. Le mystère s'épaissit. Si ce n'est pas que la géographie, alors quel est le deuxième indice? Eh bien, ce deuxième indice, il faut aller le chercher dans le passé. Pour vraiment comprendre la population de l'Australie, il faut comprendre un mot-clé, l'isolement. Un isolement profond et qui a duré très très longtemps. Cette chronologie le montre bien. On parle d'un isolement quasi total pendant des dizaines de milliers d'années. Une fois que le niveau de la mer est monté et que le pont terrestre a disparu, c'était fini. Le continent était coupé du reste du monde. Et même après l'arrivée des premiers Européens, la colonisation a été très tardive et très limitée. Le point de départ est donc absolument crucial. Quand les Britanniques débarquent à la fin du XVIIIe siècle, il y a à peine 650 000 personnes sur tout le continent. Au même moment, en Asie, on compte plus de 650 millions d'habitants. Le rapport est de 1 à 1000. Le retard démographique de départ était colossal. Il y a une histoire qui illustre cet isolement de façon tragique, celle des survivants du naufrage du navire Virgule de Drac en 1656. 68 personnes se retrouvent sur la côte. Personne ne les a jamais revues. Elles ont été littéralement avalées par l'immensité du continent. Alors, comment est-ce que l'Australie a bien pu surmonter tous ces défis, à la fois géographiques et historiques, pour devenir la nation moderne et prospère qu'on connaît aujourd'hui? C'est la dernière pièce de notre puzzle. Une grande partie de la réponse, elle est politique. Pendant plus de 70 ans, le pays a appliqué ce qu'on a appelé la politique de l'Australie blanche. C'était une politique très claire qui visait à limiter l'immigration aux seuls Européens, principalement britanniques. C'était un frein délibéré à la croissance de la population. Mais quand cette politique a été abandonnée en 1973, ça a provoqué un changement radical. Le visage de l'immigration a complètement changé. Ce n'est plus l'Europe qui est la source principale, mais massivement l'Asie. Le résultat aujourd'hui est spectaculaire.
Près d'une personne sur 3 qui vit en Australie est née dans un autre pays. C'est une des proportions les plus élevées de toutes les nations développées. Et malgré tous ces défis, l'Australie est devenue une véritable puissance agricole mondiale. Un leader dans la production de laine, de bœuf, et un petit fait amusant pour finir, le pays abrite 4 fois plus de moutons que d'habitants. Au final, on termine sur cette question. L'histoire de l'Australie, c'est celle d'un combat constant entre l'isolement et l'immensité. Dans notre monde d'aujourd'hui, qui est hyper connecté, son plus grand défi sera de continuer à surmonter cette tyrannie de la distance qu'il a définie depuis toujours. Une question qui reste ouverte.